Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast sur l'univers de la radio. Comme d'habitude, pour le premier jour de chaque mois, un nouvel épisode. Bienvenue. Des ondes Vocast. Alors depuis quelques temps, j'ai de plus en plus envie de parler des coulisses et même des métiers de l'ombre autour de la préparation des émissions de radio. Et pour cette fois, on va parler de la programmation d'invités avec Laure Gigniès, qui est la programmatrice artistique de Culture Média, présentée par Philippe Vandel sur Europe 1. Alors ce sera l'occasion d'écouter différents extraits de cette émission dédiée à la culture et aux médias justement, et surtout comprendre comment Laure parvient à réunir différents invités chaque matin sur Europe 1. Et puis par la suite, seconde partie sur l'histoire de Super Nana, avec sa libre antenne Ciel Montroc. Il sera question des mythiques princes de Hénin, entre autres. Et nous entendrons aussi un de ses derniers micros, c'était sur la web radio Fréquence 3. Restez bien à l'écoute jusqu'au bout. On commence tout de suite avec le zapping. On parle de la programmation d'invités avec Laure Gigniès, programmatrice artistique pour Europe 1. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Si, comme moi, vous avez une passion pour les médias, vous connaissez sûrement l'émission Culture Média sur Europe 1 présentée par Philippe Vandel de 9h à 11h depuis septembre 2019. Et comme dans beaucoup de programmes, il y a des invités. Ces derniers interviennent généralement pour de la promo, pour communiquer sur leurs actualités. Et j'ai toujours été curieux de connaître les coulisses, savoir comment tous ces invités sont amenés à être à l'antenne. Et c'est justement le rôle de Laure Gigniès, programmatrice artistique invitée pour cet épisode des ondes Vocast. Elle s'occupe de la programmation et de la coordination de l'émission Culture Média. Bonjour Laure. Bonjour, bonsoir Anthony. Alors pour Culture Média, ce sont 3 plateaux d'invités que vous devez programmer chaque jour de la semaine. Oui. 2 pour la première partie média de 9h à 10h et un 3e pour la partie culture de 10h à 11h. Ma première question va droit au but. Comment travaillez-vous au quotidien ? Est-ce que c'est vous qui faites un choix d'invités parmi plusieurs propositions d'agences de relations presse et donc les sujets traités découlent de cette sélection ? Ou bien est-ce le processus inverse, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour trouver des invités pertinents en fonction de sujets préalablement déterminés? C'est les deux, mon capitaine. C'est à la fois des propositions qui nous sont faites par les attachés de presse, que ce soit des attachés de presse de chaînes, de plateformes ou d'autres médias, mais aussi des propositions que je peux faire moi à des attachés de presse pour recevoir tel invité. Il n'y a pas de règle, en fait, ça dépend de l'actualité des uns et des autres. Et c'est un savant mélange, voilà, un petit peu des deux. Ça dépend. Parfois, il y a certains domaines dans lesquels on nous fait beaucoup plus de propositions. Pour avoir le nombre d'invités qu'on doit avoir chaque jour dans l'émission, il faut aller chercher, pêcher dans toute l'actualité des médias et de la culture. Alors au début d'émission, c'est Louise Bernard qui présente les audiences et Antoine Joton pour le journal des médias. Ensuite, après, à 10h, Eva Rock et Bertrand Chameroy ont chacun leur chronique. Il y a aussi le portrait inattendu d'Hélène Manarino vers 10h25. Alors Hélène Manarino fait le portrait de l'invité de la partie culture. La particularité de sa chronique, c'est qu'il y a généralement des détails sur la vie privée de l'invité, des informations jusqu'ici méconnues du public, ce qui surprend souvent la personne en question. Écoutez par exemple cet extrait du portrait de Michael Youn. En compagnie de Michael Youn, la Morning Night, c'est ce soir sur M6. Le portrait inattendu, c'est maintenant en direct sur Europe 1. Et j'attendais ce moment. Michael Youn, je ne vous présente pas Hélène Manarino. On ne présente pas cette journaliste éminemment talentueuse et une femme extrêmement charmante aussi. Bonjour Michael Youn. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Alors Michael Youn, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Mon petit bichon pour vos parents, chaton pour votre tante. Vous nous avez habitués à ne mettre aucune limite, personne pudique. Vous avez créé vos règles dans la vie, dont une qui a toujours très bien marché, jouer, faire rire les autres, pour masquer peut-être une trop grande sensibilité. Alors dévoilons ce matin votre terrain de jeu et vos règles du jeu. Amis attachants, fidèles, régalez vos proches tout le temps par le biais de votre cuisine, votre Paris-Brest, et oui, les pâtes aussi, mais attention, très très cuite. Vous pensez à tout, tous, même aux animaux de compagnie, dont votre lapin carotte que vous avez voulu emmener cet été en vacances en avion. Mais il a été refusé, vous n'avez donc pas embarqué pour lui. Comment elle sait tout ça? N'hésitez pas à écouter en podcast la chronique en entier, vous entendrez à quel point Michael Youn était ému en fin de chronique. Et alors, puisque c'était un portrait de l'invité, je suppose que Hélène Manarino doit connaître suffisamment en avance ce qui est prévu. Cela lui permet alors d'avoir le temps de contacter des proches de l'invité notamment, trouver des anecdotes exclusives pour écrire sa chronique. Et donc, les invités
sont programmées avec combien de jours à l'avance en moyenne? Pour la partie culture, j'essaye d'avoir une semaine d'avance. C'est-à-dire que en général, Hélène commence à me demander les contacts des proches que je récupère auprès des attachés de presse. Ce sont eux nos premiers complices, ce sont eux qui, connaissant l'émission, connaissant le portrait et la bienveillance d'Hélène, acceptent voilà de parler aux managers ou de parler directement aux femmes, aux enfants du portrait pour qu'ils acceptent de nous parler. C'est très important qu'on ait aussi ce rapport-là avec eux, c'est-à-dire que je peux pas moi ou Hélène appeler directement un proche pour leur dire un tel ou une telle, votre père, votre frère, votre mari vient dans l'émission, est-ce que vous accepteriez de nous parler? On a besoin quand même d'avoir voilà ce filtre-là, ce sas des attachés de presse qui nous aide à les contacter. Et donc c'est vrai que voilà, une semaine avant, on commence déjà le portrait. Parfois c'est très simple. On a eu des exemples de groupes WhatsApp qui ont été faits avec tous les frères, les sœurs, les parents, des membres de la famille qui étaient à 10 à nous envoyer des infos, enfin à envoyer à Hélène, pardon, toutes ces informations à chaque fois, et ils se répondaient les uns les autres, ils renchérissaient sur les anecdotes. Donc là, on sait qu'on va avoir un portrait qui va être extrêmement riche, et surtout on sait que la personnalité va être d'autant plus surprise qu'elle ne saura vraiment pas d'où ça vient, tellement les anecdotes viennent de partout et de tous les membres de la famille. Et puis parfois on a eu pas de portrait, tout simplement, parce que on a beau creuser, on a beau enquêter, Hélène a beau travailler pour que ça puisse se faire, ça ne se fait pas, parce que voilà, personne n'accepte de parler, et du coup il y a pas de portrait. C'est arrivé très peu de fois, je pense que ça se compte même pas sur les doigts de la main. Ça a été le cas de Romain Duris, qui est quelqu'un d'extrêmement pudique, et ses proches respectent d'autant plus cette pudeur, et du coup le portrait a été très 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 compliqué à faire, mais elle l'a dit, voilà, elle a donné sa petite cuisine, elle a expliqué tout ça. Parmi tous les chroniqueurs, peut-être celle avec qui vous avez le plus de liens, où vous êtes le plus en relation. Bah oui, on travaille main dans la main avec Hélène, parce que forcément elle connaît à la fois aussi bien les attachés de presse que moi, parce qu'elle a fait des émissions culture par le passé sur LCI, et puis parce que voilà, on a besoin de travailler l'une et l'autre ensemble pour que cette séquence puisse se faire. Donc voilà, moi ma petite contribution, c'est d'avoir une programmation qui est la mieux possible, ensuite de lui trouver les contacts grâce aux attachés de presse, aux agents et aux managers, et puis ensuite c'est elle qui par son talent fait que cette séquence est ce qu'elle est, et voilà, elle est super. C'est un bijou, cette séquence, quand on arrive à surprendre l'invité, quand on arrive à l'émouvoir, le faire pleurer. On va pas dire qu'on est content quand on fait pleurer un invité, mais on sait que du coup la séquence a été particulièrement réussie et que la surprise était totale, et c'est quand même assez réjouissant. Alors en plus de celles et ceux que j'ai cités jusqu'ici, qu'on entend à l'antenne, combien de personnes travaillent spécifiquement pour Culture Média? Quel est le rôle de chacun? Il me semble que Antoine Janton, par exemple, c'est aussi le rédacteur en chef, en plus de faire le journal des médias. Est-ce qu'il y a une équipe dédiée à temps plein, ou est-ce qu'il y a aussi des ressources partagées? Non, 2 heures d'émission quotidienne, 2 heures aussi riches que Culture Média. Il y a quand même un petit peu de monde. Donc effectivement, il y a Antoine est le rédacteur en chef, et donc fait le journal des médias. Il fait le journal des médias avec Louise Bernard, qui est journaliste, qui pour nous donc fait le Tintin reporter, fait les sons de l'émission, trouve les idées. Je suis pas toute seule à trouver les idées, hein. On est quand même nombreux parce qu'il en faut. Donc Louise fait aussi des indispensables, qui est le conseil culture qu'on a dans entre 10h30 et 10h50. Il y a aussi Magali Buteau qui travaille pour l'émission. Il y a aussi Nicolas Souvent, notre réalisateur au doigt d'or. Donc non, il y a du monde. Et puis évidemment il y a tous les chroniqueurs, Bertrand, Chameroy, Eva Rock. Il y a les indispensables, donc tous les journalistes de la rédaction qui, donc en plus de tout le travail qu'ils font déjà
pour Europe viennent en plus faire un coup de cœur culture chez nous. Comme Mathieu Charrier, le vendredi 5 février, qui présente sa sélection BD. Mathieu Charrier, bonjour. Bonjour à tous. On va parler d'albums illustrés, comme on disait à l'époque. On fait le tour des sorties BD. Et vous commencez, Mathieu, par la nouvelle BD de Guy Delisle. Oui, qui fait partie, vous savez, de ces auteurs qui ont popularisé la BD de reportage. Guy Delisle avec, par exemple, ses Chroniques de Jérusalem, qui se sont vendues à près de 300 000 exemplaires quand même, ses Chroniques birmanes aussi. Et il revient donc avec ses chroniques de jeunesse. On voyage moins, mais cette fois, il nous raconte ses jeunes années durant lesquelles il était étudiant au Québec. Et l'été, pour se faire de l'argent, comme beaucoup, il travaillait dans une usine de papier. Alors vous allez me dire, lire des pages où on nous raconte l'histoire d'un gars dans une usine de papier, vous auriez pu nous trouver mieux. Et pourtant, c'est passionnant. D'abord parce que cette usine, à l'époque, elle symbolise un monde qui est en train de changer, puisqu'évidemment, l'utilisation du papier est en train d'évoluer. Donc les relations dans l'usine aussi, les relations humaines, entre les salariés qui, eux, bossent à temps plein, qui sont vraiment des gars de l'usine, qui sont là toute l'année, qui souffrent dans leur chair. Et ces petits jeunes qui l'étaient viennent les aider dans ces entrepôts, il fait très chaud. Mathieu Charrier, qui est d'ailleurs chef du service Société Culture d'Europe 1. Vous pouvez également le retrouver le samedi à 14h dans Clap, une émission sur l'actualité du cinéma. Pour revenir à votre travail, Laure, avec la crise sanitaire, il y a eu très peu d'événements sujets à faire de la promotion, sans oublier qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup trouvent de moins en moins d'intérêt à passer à la radio ou à la télé pour communiquer. Notons aussi que les résultats d'audience d'Europe 1 ne sont toujours pas au beau fixe. J'imagine le stress au quotidien pour trouver tous les jours autant d'invités dans ce contexte si particulier et surtout s'assurer que personne ne fera de faux bons, surtout pas à la dernière minute. Qu'avez-vous comme solution de secours justement en cas d'annulation de dernière minute ou même que se passe-t-il si finalement vous n'arrivez pas à avoir d'invités? Alors, ça n'arrive pas de ne pas avoir d'invités. C'est un cauchemar, tout simplement. Non, ça n'arrive pas. Il y a toujours, on trouve toujours. C'est juste qu'on aimerait parfois trouver un tout petit peu plus vite. Il y a tous les cas de figure. En ce moment, voilà, il y a cette période sanitaire qu'on connaît tous. Donc, il y a des invités chaque semaine ou quasiment chaque semaine qui annulent, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont cas contact et que du coup, voilà, ils doivent rester à l'isolement. Et que notamment pour la partie culture, c'est on le fait rarement à distance parce que il y a tellement d'intervenants que c'est un peu compliqué pour nous de tenir quelqu'un à distance en report it pendant 50 minutes. Mais pour la partie média, on a beaucoup plus de souplesse. L'interview dure 14 minutes, donc du coup ça on le fait régulièrement via l'application qui nous permet de faire des duplex de très bonne qualité. Mais c'est un stress pour alors plein de raisons différentes. Parfois on arrive à trouver plus ou moins rapidement nos invités. Quand ils annulent à la dernière minute, ça a été le cas la saison passée. On a eu un invité qui n'est jamais arrivé le matin. Son attaché de presse était à sa porte en train de sonner, mais ça n'a jamais répondu. Et là, écoutez, on a mis un best-of. Enfin, l'émission, elle tient sur l'invité. Donc s'il n'y a pas d'invité, il n'y a pas d'émission. Et est-ce que tout est systématiquement en direct dans Culture Média? Parce que je pense notamment à fin janvier 2021, quand Alice, une des dessinatrices de Charlie Hebdo, était invitée pour l'infomédia du jour. Je me dis que dans certains cas, comme dans celui-ci en particulier, pour des raisons de sécurité, je me dis que les interviews sont peut-être préenregistrées. Alors pas dans ce cas précis. Non, tout le monde était en direct. Le réalisateur du documentaire et Alice était en studio. En revanche, parfois pour des raisons d'agenda, c'est enregistré. C'est rare, très sincèrement. Grâce à Report It, qui a été l'appli découverte pendant le premier confinement et qui nous a permis de faire des duplex avec un son numérique et non pas téléphone, ce qui dégrade un petit peu moins la qualité de l'émission. Maintenant, on arrive quand même à faire quasiment tout en direct. On va dire, allez, sur une semaine d'émission, parfois il y a un enregistrement dans la partie média, mais très souvent on peut passer un mois en n'ayant que du direct, tout simplement, et d'ailleurs on préfère. Pour revenir à Alice, qui est dessinatrice pour Charlie Hebdo, donc elle était invitée à l'occasion de la diffusion sur France 5 du documentaire Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. À ses côtés, il y avait également Hugues Nancy, réalisateur du documentaire. Voici un extrait de l'entretien. Rarement un journal aura traversé autant d'épreuves, mais Charlie Hebdo est encore debout 50 ans après sa création. Un demi-siècle particulièrement mouvementé, marqué par un attentat meurtrier, un incendie criminel, des menaces de mort, un arrêt de la parution pendant 10 ans, puis une renaissance et des dizaines de procès. C'est cette histoire et avec elle une partie de celle de la France contemporaine que raconte un documentaire diffusé ce soir sur France 5, Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. Bonjour Hugues Nancy. Bonjour. Vous êtes le réalisateur
co-créateur de ce documentaire. Avec vous, avec nous dans ce studio, Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Vous êtes l'une des dessinatrices de Charlie Hebdo. Vous avez rejoint le journal en 2018 et on vous voit dans le film dessiné devant le palais de justice à Paris, parce que le procès des attentats de janvier 2015 est le fil rouge de ce documentaire. Hugues Nancy, pourquoi avoir fait le choix de cette première séquence, Alice dehors qui dessine? Vous l'avez dit, le procès est le fil rouge de ce film, et donc il y avait quelque chose un peu fort de voir un procès qui allait accueillir la parole des victimes de Charlie Hebdo, de ceux qui avaient survécu à cette attaque, donc l'ancienne génération, et voir Alice qui est la nouvelle génération, donc une nouvelle dessinatrice de Charlie, au même endroit, au même moment, au sujet du même procès. Il y avait là d'un seul coup le sens de tout le film, puisque l'idée c'était de montrer que Charlie était toujours vivant, et donc voilà, Alice incarne dans cette séquence le renouveau de Charlie. Alice, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez vu et dessiné lors de ce procès ? Alors moi, déjà, pour ce procès, j'y suis allée pour faire des reportages. J'étais pas là tous les jours comme Book qui a dessiné au jour le jour. Nous, on avait décidé de faire parler le public qui venait, parce qu'au début du procès, il n'y avait pas encore de restrictions sanitaires, donc on pouvait assister en tant que public à ce procès-là. Et ce que j'ai retenu, en fait, en interrogeant le public qui était là, il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de lecteurs, finalement, de jeunes, donc j'étais assez étonnée. Pardonnez-moi, ce qui m'a frappé, et vous aussi avec, beaucoup de lectrices, beaucoup de jeunes femmes. Oui, ça c'était assez étonnant. Tous plusieurs jours où j'étais là, c'était surtout des jeunes femmes, des jeunes étudiantes, souvent en droit. Culture Média, la partie complète à retrouver sur europe1.fr. Alors dans ce qu'on vient d'entendre, on apprend des choses, les propos des invités sont très intéressants, mais parfois les intervenants sont là pour la promo uniquement, ça s'entend. Ils sont là pour réciter un discours avec de la langue de bois du début jusqu'à la fin. Et bon, personnellement, je trouve que ça dessert un peu l'émission, puis surtout c'est vraiment au détriment de l'auditeur. Est-ce que vous avez un rôle dans la qualité éditoriale de l'émission ? C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive de devoir négocier en amont les questions et réponses des invités ? Et est-ce que vous avez déjà été confronté à des exigences très particulières ? Un invité vient rarement s'il n'est pas en promo. C'est-à-dire que voilà, on a des artistes ou des patrons de presse, des journalistes, des animateurs, des producteurs, parce qu'ils ont quelque chose à vendre, tout simplement. C'est le principe du métier. Le but, c'est en effet de ne pas faire une interview qui va être trop sympa. Et après, oui, effectivement, tout est possible. Quand on reçoit un grand patron, on a forcément une discussion avec son directeur de la communication, on fait un brief, on décide des thèmes qui vont être abordés, on a les sujets qui sont les sujets de promo, ou en tout cas les raisons pour lesquelles on les accueille dans l'émission, et puis après il y a les sujets qui fâchent forcément, qui sont évoqués à la toute fin de cet entretien par téléphone que j'ai avec eux, mais comme le dit souvent Philippe, ils ne viennent pas pour ça, mais on ne peut pas ne pas poser les questions, donc forcément les questions seront posées, après ils nous connaissent, c'est une relation de confiance qu'on a avec eux, quand ils viennent dans Culture Média, ils savent où ils vont, ils savent qui va faire l'interview, ils savent comment Philippe travaille, la rigueur qu'il met dans l'émission, mais ils savent aussi que du coup il ne peut pas juste passer la brosse à reluire, que et même ce n'est pas leur intérêt en fait, ils ne le souhaitent pas. Parfois j'ai des interlocuteurs qui me disent bon bah voilà, alors il vient pour ça, on fait une annonce chez toi, tu auras une exclue, et puis si tu veux une petite question pour la gratter, je peux presque te la glisser en fait. Donc voilà, j'ai des bonnes relations en général avec les directeurs et directrices de communication, avec les services de presse, et franchement ça se passe relativement bien. Et puis franchement, ça nous est arrivé parfois de devoir négocier, où il y avait des accords, on nous disait voilà, telle question, tel sujet, ou telle personnalité, on ne souhaite pas l'aborder, et Philippe tranche, si la personne ne veut pas, elle ne vient pas, et puis c'est pas grave en fait. Ça arrive aussi que les gens ne viennent pas, et puis vous savez quoi, vous ne le savez pas, les auditeurs ne le savent pas, et ils n'en meurent pas, tout le monde va bien. Alors à vous entendre, j'entends en fait que vous travaillez seul en fait. Et naïvement, je pensais que chaque groupe média avait un pôle dédié pour la programmation d'invités, une entité s'occupant globalement de toutes les émissions, mais en fait, je comprends que non, chaque programme a sa propre équipe. Ce qui fait que pour obtenir des invités, vous êtes seul en concurrence face aux autres télévisions et radios, mais aussi face aux autres programmateurs et programmatrices d'Europe 1, c'est bien ça ? Ouais. C'est un métier de loup et louve
À la fois, on est une meute parce qu'on se retrouve tous à travailler pour la même entreprise, donc on est tous frères et sœurs, et en même temps, on chasse individuellement. On essaye d'avoir chacun et chacune les meilleurs invités, mais c'est vrai que il y a une sorte de concurrence saine, parfois malsaine, entre nous. C'est pas forcément toujours très simple. Déjà quand la concurrence est en interne, parce que voilà, on s'attend à ce qu'il y ait de la bienveillance entre nous, et parfois ce n'est pas le cas. Et puis après, voilà, et effectivement, on a tout le reste de l'univers médiatique, toutes les autres radios, tous les télés qui chassent sur notre terrain. Et c'est pas tout le temps simple. Il faut avoir une émission qui est dans les plans presse des attachés de presse. Il faut avoir une émission qui est dans les écrans radars des uns et des autres. C'est ce qui peut nous sauver. Surtout que vous évoquiez justement, même si ça me fait mal, Anthony, les résultats d'audience compliqués d'Europe 1. Vos auditeurs le savent. Du coup, écoutez, voilà, il faut à la fois être d'autant plus sympa, je trouve, avec les invités qui acceptent de nous faire confiance et de venir dans l'émission. Sympa aussi avec les contacts avec les attachés de presse qui nous font aussi confiance, parce que ce métier, on peut pas le faire si on a un relationnel qui n'est pas bon, si on insulte les gens, si on leur reproche de ne pas venir dans notre émission. Enfin voilà, et si on a un sale caractère, c'est compliqué, je pense. Donc ouais, il faut être humble en fait, parce que parfois il y a des saisons qui vont, parfois il y a des saisons qui ne vont pas, parfois on passe d'une émission dans le vent à une émission qui l'est un peu moins. Si on avait une tendance à prendre la grosse tête, ça vous met un petit coup derrière la tête. Clairement, surtout quand ça va moins bien. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce métier, c'est que du coup, faut être curieux, faut être respectueux, faut être polyvalent. Faut être débrouillard surtout. Faut bien connaître son émission. Je pense bien connaître le journaliste ou la journaliste avec laquelle on travaille pour pouvoir lui proposer des profils d'invités qui matcheront et qui feront que l'émission sera bien. Et si l'émission est bien, vous êtes repéré et après on peut vous appeler. Alors, je suppose que la priorité pour un ou une invitée est donnée aux émissions qui font le plus d'audience. Vous avez commencé à travailler pour Europe 1 en 2008 au service d'On va gêner, donc l'émission de Laurent Ruquier. Le programme réunissait en moyenne à l'époque 750 000 auditeurs chaque quart d'heure selon la dernière mesure Médiamétrie avant l'arrêt de l'émission en 2014. Au vu des très bonnes audiences, c'était donc à l'époque plus simple pour vous par exemple de trouver l'invité mystère. Si j'avais su, je vous promets, si j'avais su à l'époque que je pouvais autant compter sur les audiences et sur la réputation de l'émission, mais j'en aurais tellement profité. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'on n'était absolument pas dans une guerre d'invités avec les autres émissions. Donc en fait, je faisais ça de façon hyper simple et artisanale en fait. C'est vrai que maintenant on aimerait bien avoir autant d'audience sur certaines tranches d'Europe. Il y a eu des excellentes et des super saisons ensuite derrière avec les autres animateurs avec lesquels j'ai travaillé. Je peux pas dire que c'était mieux ni moins bien, c'était différent. Quand on travaille pour une émission qui a peut-être moins de visibilité, on va dire, sur la grille, qui est, comme je vous le disais, moins dans le top 10 des émissions à faire dans un plan promo pour un chanteur, un acteur ou même un écrivain, vous vous débrouillez et puis vous faites autrement, vous trouvez des arguments, faut convaincre les gens et puis il y en a un qui vous fait confiance et du coup ça vous sert pour en faire venir un autre, etc., etc., etc. Et il faut surtout pas lâcher, il faut surtout pas croire que tout est inaccessible parce que c'est faux. Franchement, cette année, quand on a réussi à avoir le président Hollande, c'est une petite fierté. C'est un travail de l'ombre que je pense que les auditeurs n'ont pas conscience en fait. Ils n'ont pas conscience de tout le travail qu'il y a derrière quand il y a un invité qui se présente. C'est une personne à temps complet, quotidien sur le qui-vive. On s'en doute pas nous derrière le poste. Si vous êtes un auditeur ou un téléspectateur et que vous voyez tel ou tel dans une émission, vous dites oui, ça y est, il est en tournée promo, voilà, il va faire toutes les émissions. Non, il y a aussi une coordination de l'antenne qui nous donne des règles. On n'a pas le droit d'avoir un invité sur l'antenne et de le faire trop tôt avant ou après un autre. Il faut au moins une semaine d'écart entre les émissions. Il y a un certain nombre de contraintes aussi parfois personnelles qu'on peut s'imposer. Moi je sais que j'ai toujours été un peu la reine des contraintes. Ça a démarré d'ailleurs avec Laurent Ruquier où pour l'invité mystère, il ne voulait pas d'une saison sur l'autre les mêmes invités.
Donc il fallait trouver, à l'époque je crois qu'on avait 220 émissions dans une saison, il fallait trouver une saison 220 invités et la saison d'après 220 autres invités. Et cette année avec Culture Média, j'essaye de faire exactement la même chose parce qu'il y a le portrait inattendu d'Hélène, parce que ça va être compliqué de faire 2 portraits et que du coup je me suis mis cette petite pression. Faut pas être dans une zone de confort, faut pas juste se contenter d'ouvrir les programmes des maisons d'édition ou le film français comme on peut recevoir quand on est programmateur. Faut se bouger, faut prendre des risques, arriver à convaincre son animateur aussi, c'est très important et franchement Philippe là-dessus m'aide beaucoup de convaincre un animateur de lui aussi sortir de sa zone de confort, de ne pas tout le temps recevoir les mêmes personnes ou de ne pas faire dans la facilité, de n'avoir que des big fish, des gros noms, mais de faire des artistes jeunes, des premiers albums, des artistes en développement et ça a été une richesse pour le premier semestre de Culture Média cette année. On a fait des personnalités qu'on n'aurait jamais reçues en culture s'il n'y avait pas eu les confinements et du coup je trouve ça super. Et du coup pour vous c'était quand même bien de commencer d'abord votre expérience à Europe 1 d'abord sur une émission, c'était plus facile entre guillemets avec On va se gêner, plutôt que si on vous avait mis direct sur une émission comme Culture Média, ça aurait peut-être été plus compliqué. Je l'ai peut-être pas encore dit, mais c'est vrai que programmateur, ça s'apprend pas dans une école. C'est un carnet d'adresses. On acquiert des connaissances, on apprend qui travaille où, avec qui, et les gens apprennent exactement la même chose. Chaque année, j'ai des petits camarades qui me demandent la liste des programmateurs d'Europe 1 parce que notre grille changeant régulièrement. Les équipes changent elles aussi. Et du coup, ils sont aussi un petit peu perturbés dans leurs habitudes. Donc, en fait, c'est un métier d'habitude. Je sais que au Seuil, il y a un tel. Je sais que chez Barclay, il y a un tel. Que tel bureau de cinéma fait telle production ou s'occupe de tel talent à l'année. Et du coup, c'est un métier de relation, c'est un métier de connaissance, c'est un métier. On acquiert un carnet d'adresses avec les années. Et c'est vrai que quand j'ai démarré l'émission de Laurent, je n'ai pas hérité du carnet d'adresses des autres programmateurs. Je suis arrivée et il a fallu, comme je vous le disais, être débrouillarde, passer des coups de fil, se faire connaître, parler de l'émission. Et puis au fur et à mesure, un attaché de presse, 2 attachés de presse, 3 attachés de presse, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, en effet, je pense que ma maturité et mes compétences font que pour Culture Média, ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Philippe a voulu travailler avec moi et que ma direction a évidemment accepté. C'est parce que j'ai le carnet d'adresses qui va j'ai la méthode de travail et les compétences pour faire Culture Média. Ça aurait pas été le cas peut-être que si on m'avait mis sur une autre émission, je pense que j'aurais eu plus de peine de faire l'émission de Mathieu Noël et Stéphane Bern par exemple. Toutes les connaissances en histoire m'échappent. Bon, parlons d'On va se gêner. Personnellement, j'étais fan de l'émission. Je peux pas m'empêcher de diffuser. Je peux pas m'empêcher de diffuser un extrait là dans des ondes Vocast. Je vous propose d'écouter une partie de la toute dernière émission. C'était le 27 juin 2014. Écoutez. Aïe aïe aïe. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Voici donc la dernière d'On va se gêner avec aujourd'hui Isabelle Motro. Christine Bravo. Guy Carlier là aussi. Yann Moix. Fabrice Eboué. Et l'homme qui navigue sur toutes les ondes, Olivier de Kersauzon. Bah oui, c'est vrai que on peut pas le cacher, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, c'est la dernière. Nos auditeurs favoris sont là, le public est plus nombreux que d'habitude. On va pas sortir dans la rue pour autant, hein. On va rester simple. Et on a évidemment nos fidèles auditeurs au téléphone. Par exemple, salut Baptiste. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors vous savez combien de temps que vous nous écoutez? Ça fait environ 10 ans que je vous écoute. Et une fois vous avez pleuré de rire dans votre voiture, vous me dites. Ah oui. Et j'ai mis la musique à fond. Et j'aimerais juste pour la dernière, vous nous refassiez une dernière fois Bananas Island. Ah, Bananas Island, c'est un de nos tubes préférés. C'est qu'on a relancé cette chanson de Lynn Renaud. On l'a en magasin, Bananas Island.
sont ces garçons tout bronzés? Ils se promènent sous les bananiers. Mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers. Qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Bananas. Oh merde, c'est vite, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. J'ai oublié celle-là. Brugnon. Ah oui, ça y est, c'est fini. Brugnon, c'est fini. Ah mais quand même, vous avez été la reine de cette émission pendant 15 ans, Christine. Toutes les histoires que vous nous avez racontées, quand même, c'était génial. Ah, mais finalement, maintenant, vous pouvez nous dire que tout était faux. Oui. Pour ceux qui étaient auditeurs à l'époque, des bons souvenirs remontent sûrement. Ouais, d'excellents. Merci Laure d'être intervenue dans Des Ondes Vocast. Vous avez l'habitude de planifier des invités, mais pour cette fois, c'était l'inverse. C'était vous l'invité. Prise au piège. Merci beaucoup Anthony. Ça fait quoi d'être à ce poste-là de rôle d'invité? Pas très à l'aise, mais c'est intéressant de parler de son travail. Je le fais tellement de façon automatique que voilà, il a fallu que j'analyse un peu ce que je fais et c'était plutôt intéressant et à refaire. C'était très intéressant de savoir un peu les dessous d'une émission comme Culture Média. Et puis c'est toujours un plaisir d'écouter une archive de Ruquier par la même occasion. Et je vous propose d'écouter des archives encore plus anciennes, des extraits avec Super Nana pour la suite de cet épisode des Ondes Vocast. Des Ondes Vocast, les archives. La partie archive des Ondes Vocast de l'épisode publié le 1er février 2021 est consacrée à Super Nana. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant d'enchaîner avec ce qui va suivre. Je suis toujours avec Michael Barbe, fondateur du site show-supernana.com et je reviens dans le temps, fin 1993. Ciel Mon Rock est programmé de 19h à 22h la semaine, puis de minuit à 2h début 94. En mai 94, Super Nana est remplacé par Maurice en semaine. La libre antenne de Super Nana est alors programmée le week-end de 22h à 2h, puis de 22h à minuit. Super Nana est régulièrement accompagné de Laurent Petit-Guillaume, mais aussi de Jade, Manu Lévy et surtout, il y a un intervenant en particulier qui aura marqué les auditeurs, c'est le prince de Hénin. Éric de Hénin, alors vrai ou faux prince, on va garder le mystère sur ses origines. En tout cas, les auditeurs se souviennent de ces frasques, de ces délirantes frasques sur sa supposée généalogie. Mais comment il a apparu à l'antenne, Éric de Hénin? Il a été présenté par Laurent Petit-Guillaume. Tout simplement, c'est un jour, il était invité chez des amis à un dîner. Et ils se sont très très bien entendus entre Laurent et le prince. Mais Laurent devait partir rejoindre Super Nana à Skyrock pour leur émission. Et le prince a trouvé dommage qu'il parte déjà. Alors il lui a proposé de venir avec lui au studio de Skyrock. Et c'est comme ça que le prince et ses amis ont débarqué sur l'antenne de Skyrock et ça a tout de suite accroché entre le prince et Super Nana. Il est venu avec d'autres personnages emblématiques, parce qu'il y avait le prince, il y avait son cousin, le baron Ragout d'Amour, il y avait Marlotte aussi. Enfin voilà, il y avait toute une clique de noblesse qui était là à l'antenne sur Skyrock avec Super. On va écouter un extrait de Ciel Mon Rock avec le prince de Hénin aux côtés de Super Nana. Après l'hippocampe bleu, le dinosaure jaune et violet, en quoi va-t-elle se transformer? Super Nana, c'est déjà une super souris. Le prince de Hénin, champion du Perlimpinpin. Gloire à son nom. 16 1 42 36 96 deux fois. Super Nana sur Ciel Mon Rock en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, le Marquis de Carrera, le Baron Ragondin d'Amour, le Comte Beaubizarre. Et je suis extrêmement heureuse d'annoncer sur l'antenne. Les choses sont posées. L'arrivée du Vicomte d'Érag. Collégialement, Vicomte, nous vous saluons. Merci encore d'avoir... Bruno de Paris. Bruno, qu'est-ce que vous avez comme question à poser? Le Vicomte chez qui vous étiez en week-end la semaine dernière. C'est vrai qu'il est vicaire pour les terres pontificales en Véléssa. Allô, cher Vicomte, bonsoir. Bonsoir, Sup.
Comment allez-vous? Et je vous ai vu partout, à 24 heures sur Canal+. Bon, partout, c'est dans 2 télévisions, vous savez, hein, je ne suis pas encore partout. Elle est grise et c'est pour ça qu'elle répond ça. Dans Bagatelle. Ah oui, dans Bagatelle. Moi, je ne savais pas que le vicomte d'Érag achetait Bagatelle aussi. Que voulez-vous? On me le laisse. Je serais très heureuse de passer un week-end chez vous, vicomte. J'ai appris que c'était très très calme et qu'on pouvait se baigner au bord de la piscine très tranquillement pendant 2 jours. Le tout est de ne pas s'aventurer vers les banquettes. Alors le problème, c'est que j'ai le tapissier chez moi ce soir. Vous avez dû passer le Karcher, m'a-t-on dit, surtout dans le salon. Il a un devis à proposer à Ragout d'amour. Ça y est, je l'attendais. C'est facile de trouver une cible ce soir. Je voulais aussi saluer quand même le marquis de Carrera, qui est un homme très poli et très bien élevé. Je vous remercie. Et le comte Beaubizarre? Le comte Beaubizarre également, qui envoie des lettres au château dès qu'il est reparti. Oui, c'est pour s'excuser. Vu les turpitudes. C'est-à-dire qu'il avait le même canapé, donc... Voilà, nous y sommes. Vicomte, vos pensées n'intéressent personne. Continuez. Approfondissons la pensée, en fait. Je pense, cher vicomte, qu'on pourrait parler de Rodolphe si vous continuez sur ce terrain glissant. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de certains l'échouillement de la vérité. Il faut aller en profondeur des choses. Le prince de Hénin qui sera donc un invité récurrent à tel point qu'il deviendra le co-animateur de Super Nana et le remplacera pour un show nommé Dance. Comment ça se fait que le prince de Hénin ensuite il a remplacé Super Nana à l'antenne? Le prince de Hénin était régulièrement invité, très souvent le samedi soir, auprès de Super Nana, mais il n'était pas du tout rémunéré par Skyrock. Lui, il était banquier. Et en début 96, Super Nana a été licenciée ou mise à l'écart de l'antenne de Skyrock suite à une interview qu'elle a passée dans le magazine Entrevue. Elle a passé des propos un peu durs sur le CSA. Et Pierre Bélanger, le PDG de la radio, était en ce moment-là en pleine bataille pour obtenir un peu plus d'antennes, pour émettre un peu partout en France. Il a tellement flippé par crainte de sanctions du CSA qu'il a préféré prendre les devants en disant « Ok, elle a dérapé sur le CSA, alors je la mets à l'écart. » Et à ce moment-là, à force de passer régulièrement auprès de Super Nana a eu l'idée de carrément faire vraiment une émission officielle de Sup et le Prince. Donc le Prince est devenu salarié de Skyrock. Il n'y avait pas de motif pour écarter le Prince, et donc on lui a confié une émission Dance avec Brandon, qui était le technicien de l'émission de Sup. Donc totalement irréel. Quand on connaît le ton, les goûts du Prince et la Dance, c'est pas du tout très compatible, mais ça donnait quand même une émission totalement décalée. Je vais juste citer un petit exemple. Il a reçu des invités, dont Wyclef Jean, le chanteur connu des Fujis, et Wyclef Jean a rappé sur une fanfare du Prince. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui connaissent pas savent pas ce que c'est que la fanfare du Prince, mais... Bah, je te propose qu'on l'écoute. On va la diffuser, la parfait, fanfare du super. Prince. Voilà, la fameuse fanfare du Prince. Non, mais c'est juste n'importe quoi. C'était génial, et j'ai eu l'occasion de le voir en face de moi faire cette fanfare, et c'est vraiment génial. Mais cette fanfare, il l'a inventée au cours d'une libre antenne de Ciel-Mont Rock? Non, il la faisait déjà avant avec ses amis, un peu avant, dans son côté trip royaliste. S'amusait à faire la fanfare, ouais. Le prince de Hénin et sa fameuse famille, en réalité, c'était personne, quoi. Est-ce qu'ils étaient vraiment de sa famille, ces gens-là? Alors, j'ai eu la chance depuis de rencontrer ces personnes en vrai. Oui, le baron Ragout d'Amour. Alors, bien entendu, c'est pas son vrai nom, Ragout d'Amour, hein, même si c'est assez original et sympa, mais c'est pas son vrai nom. C'est son cousin. Après, le comte Beaubizarre, non, c'est une relation une relation amicale. Et après, il y en a d'autres. Marquis de Carrera, qui est absolument pas marquis, c'était un attaché de presse dans le musical. Voilà, et tu disais que sur Skyrock, il connaissait Jade et Manu Lévy, mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'était des animateurs sur Europe 1.
Ils venaient juste en tant qu'invités sur l'antenne de Sup. Ils n'étaient pas du tout animateurs sur Skyrock. Manu Lévy, Maître Lévy à l'époque, a fait une émission de radio sur Skyrock, mais au début il était avec Arthur et les Pirates sur Europe 1. Et il y a des gens, je sais, d'énergie, des animateurs qui venaient voir Super Nana, mais souvent c'était plutôt en off derrière. Ils voulaient pas trop dire qu'ils étaient là. À l'époque, il y avait quand même une certaine guerre, concurrence entre les radios, surtout entre Sky et Fun. Mais les animateurs et Super Nana s'en foutaient de tout ça. Et oui, Maître Lévy a fait de sacrées bonnes heures et des bons rires dans les émissions de Sup sur Skyrock. Mais bien entendu, à chaque fois, Super Nana disait qu'on pouvait retrouver Maître Lévy avec Arthur et les Pirates sur Europe 1 de telle heure à telle heure. Donc elle faisait la promo. Il n'y a aucun moment quelqu'un de Skyrock a dit « mais t'es folle de faire ça ». Moi, j'ai pas eu cette chance d'être auditeur à cette époque, mais toi, tu étais un fidèle auditeur. Qu'est-ce qui te plaisait au fond dans les émissions de Super Nana ? L'état d'esprit libre de cette émission. Chaque émission était totalement différente. Elle avait quand même une force de caractère assez élevée, cash dans ses propos, pas tendre avec ses auditeurs. Des fois, il y a une blague qu'elle adorait faire, c'était quand un éditeur disait « moi, ça fait longtemps que j'attends au standard », et elle raccrochait au nez de l'auditeur. Enfin, voilà, à l'époque, moi j'avais 15-16 ans, je riais sous ma couette avec mon casque en cachette, parce qu'à 15-16 ans, en théorie, à minuit, on dort. Ces personnages comme le prince de Hénin qu'on parlait tout à l'heure, toutes ces personnes qui passaient, c'était ça. C'était vraiment des magazines disaient qu'elle avait un humour coluche, donc c'est vrai elle peut être grossière, mais elle était jamais vulgaire. Grossière, ça, ouais, quand même pas mal. Quel est ton plus grand souvenir avec Super Nana sur Skyrock ? Voilà, c'est compliqué. Il y a tellement de moments cultes de ces émissions en 3-4 ans sur Skyrock. Moi, les moments qui me reviennent, c'est des auditeurs fidèles qui passaient régulièrement à l'antenne, comme Romuald, qui était surnommé le phoque de Nancy, qui aimait chanter la complainte du phoque en Alaska. C'était assez drôle, mais il y avait surtout aussi, elle avait une mascotte, c'était une famille qui était de Béthune. C'est Jean-Claude de Béthune, sa femme Marie-Josée, leur fille Johnny, et le chien Bouboule. Et quand il passait à l'antenne, on va dire qu'il pouvait pas que de l'eau. Donc c'était toujours un peu un coup dans l'aile. En plus, ils sont du Nord, donc bien ch'tis, ils avaient bien l'accent prononcé du Nord. Et ça donnait des conversations, de moments surréalistes, et c'était devenu des moments cultes. Après, il y en a plein, quand elle faisait des zappings sur les autres radios, et que quand elle tombait sur la musique, elle demandait parfois à l'animateur de baisser le son pour savoir s'il était à l'écoute de Super Nana. Et ça arrivait régulièrement que la musique baisse le son et remonte juste pour montrer qu'effectivement il était à l'écoute. Ouais, c'était des trucs qu'on n'entendait pas ailleurs et qu'aujourd'hui on n'entendrait pas. Je pense qu'il n'y a aucune radio qui est capable de faire ce genre de choses. Et pour citer un dernier moment, parce que j'en ai trop à citer, je pourrais en parler des heures de tout ça, mais elle a quand même inventé un truc qui s'appelle la mêlée. Et en fait, c'est l'ancêtre des chats sur Internet. Faut quand même se rappeler, à l'époque, Internet n'existait pas, c'était le Minitel. Et elle passait 4, 5, 6 auditeurs en même temps à l'antenne, et Sup n'intervenait pas du tout. Ils parlaient entre eux. Les auditeurs parlaient entre eux, et ça donnait pareil des moments, alors des fois vraiment chelous, des fois il y avait des personnages comme l'idole qui passaient, qui avaient une voix très grave, qui disaient des choses un peu hard sur les femmes. Mais ouais, c'était un truc très visionnaire. On va passer à l'époque après Skyrock. On a pu entendre Super Nana sur des web radios. On a pu notamment l'entendre sur Fréquence 3. Extrait. Il y a 5 milliards d'années, le Big Bang permet la création de la Terre. Il y a 200 millions d'années, les dinosaures font leur apparition sur la planète. En 482, Clovis est sacré roi des Francs. En 1920, l'armée de Charles V envahit le château de Fontenay. Mais non, pas celui de Geneviève, hein. Et non, elle n'était pas encore née. Quoique, 1989, la chute du mur de Berlin unifie l'Allemagne divisée. 1991, l'URSS s'effondre. 4 février 2005, Super Nana revient à la radio sur Fréquence 3. Super Nana est de retour à la radio. Bon, le problème, c'est qu'elle traîne Porte Nawak avec elle. Auditeur de Fréquence 3, il va enfin se passer quelque chose à la radio. Super Nana. Auditeur de Fréquence 3, fini la musique.
Porte Nawak. Super Nana vous ouvre une porte sur le monde entier. Le téléphone 01 72 38 6000. C'est un numéro qui n'est pas surtaxé. Et on vous rappelle, c'est totalement gratuit. Allez-y dès maintenant. Super Nana, Super Nana. Amis auditeurs, internautes curieux, addicts de la toile, surfeurs de tout poil, accros du chat, branchés de la souris, et comme moi, amoureux des bits et des mégabits. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Ben oui, c'est ta radio. C'est leur radio. Cher auditeur internaute, le numéro de téléphone que tu peux composer si tu veux nous parler ou ne pas nous parler, ça serait malin. 01 72 38 6000. Et si vous appelez de l'étranger, hein, on va le répéter quand même pour ceux qui sont de l'étranger, 0033 1 72 38 6000. Et on vous rappelle immédiatement. Ben oui. Alors, vous avez constaté que vous pouvez également chatter, parce qu'ils aiment bien ça quand même, le chat. Hein. Ah bah c'est essentiel. Alors, le chat, www.fréquence3.fr, vous allez dans la rubrique chat, c'est très simple. C'est pas forcément simple, mais c'est le problème de commencer une émission sur le web. On est obligé d'annoncer tous les téléphones, les machins, le chat. Et alors le chat, vous remarquerez que si vous avez une webcam, que nous avons une personne assez étonnante qui est avec vous au chat. Vous savez comment elle s'appelle, Porte Nawak? Allez-y, vous allez me le dire. Oui, vous ne vous en souvenez plus. Si, je m'en souviens très bien. Allez-y. Vous allez arrêter la drogue, ça va pas être possible. Elle a une tête très bizarre. Bah oui, elle s'appelle la Noiraude. D'ailleurs, si vous pouviez vous écarter un petit peu de moi. Oui, d'accord. Mais dites que je prends de la place aussi. Ah mais non, vous êtes juste assis sur 3 chaises. Mais cela dit, non, vous n'êtes pas... 3 chaises, enfin, vous plaisantez. 4, excusez-moi, je l'avais pas vu, celle qui était derrière votre... bon. Voilà. Bon, nous allons parler tout de suite à Lionel qui nous appelle de Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben, si ça allait mal, on serait pas là. En même temps, c'est vrai. Comment ça va, la Suisse? Bah écoute, la Suisse, ça va pas trop mal. Non, c'est un peu difficile. Tu exagères un peu l'accent. De la glace, de la neige, tout ce qu'on veut, quoi. Tu exagères un peu l'accent, là, quand même. Non, un petit peu. Extrait qui fait partie des derniers micros de Super Nana qui nous a quitté le 14 septembre 2007. Alors Michael, toi tu étais en contact avec elle peu de temps avant son décès. Tu travaillais avec elle sur la création du site showsupernana.com. En fait, je l'ai contactée via un forum spécialisé en radio où elle intervenait parfois. C'était en 2005. Et donc j'en ai profité, je lui ai envoyé un message pour lui dire j'ai plein de cassettes de toi. À l'époque, j'avais 200 heures à peu près d'émission. Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien faire un blog. Et après, donc, on s'est téléphoné. Donc, effectivement, on a parlé ensemble. Oui, ça serait bien de faire un blog, un site internet. Je l'ai même aidé à faire son MySpace. Peut-être les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas trop, mais c'est l'un des premiers réseaux sociaux, bien avant Facebook et Instagram et tout ça. Et puis après, donc, on échangeait comme ça au téléphone. Et après, on a perdu contact un peu. Elle ne me répondait plus. Et en fait, j'ai appris, c'est parce qu'elle devait se faire soigner d'un cancer. C'est pour ça qu'on a eu quelques mois sans se parler. Elle a guéri de ce cancer, on a lancé notre projet, elle a contacté de son côté Pierre Bélanger, qui était d'accord sur le principe de site, parce qu'en soi, les émissions de Sky n'appartiennent pas à Super Nana, mais à Skyrock. Et puis j'ai eu la chance de la voir chez elle à Paris, de côté de Barbès. C'était super de la voir, d'échanger avec elle, c'était la même que l'époque, je la reconnaissais direct, c'est vraiment le même état d'esprit, elle n'avait pas changé. Et j'ai même récupéré, elle avait gardé, c'était assez réel de voir ça, des lettres d'auditeurs qu'elle recevait par fax ou courrier à l'époque de Skyrock. Et puis j'avais mis en ligne quelques émissions. J'avais un blog et j'avais peut-être 10-20 heures d'émissions qui étaient en ligne. Et puis effectivement, le 14 septembre 2007 arrive, je me réveille avec plein de mails et c'est des personnes qui ont trouvé mon site et me demandent si c'est vrai que Super Nana était décédée. Je crois que c'était un gros canular dessus. Pouvait être bien son style. Quelques jours avant, elle m'avait dit qu'elle ne voulait plus s'appeler Super Nana, mais Super Nanette. C'était en lien avec une rubrique qu'elle voulait faire avec Baffy. Mais après, voilà, j'ai entendu Laurent Petit-Guillaume qui confirmait son décès sur l'antenne d'Europe 1 dans l'émission de Morandini. On a appris la disparition d'une animatrice radio qui était très connue dans les années 80, c'est Super Nana. Oui, c'était vraiment le l'égérie des radios libres des années 80. On se souvient d'elle sur Carbone 14, notamment avec Jean-Yves Lafesse. Tous ceux qui ont vécu cette période il y a une vingtaine d'années se souviennent de Super Nana, bien sûr. Elle était malade depuis quelque temps et donc elle est décédée hier. Avec nous pour en parler, Laurent Petit-Guillaume qui était vraiment un proche de Super Nana. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour Manuel. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Laurent. Oui, c'est une drôle de journée, oui. Drôle de journée, et c'est vrai que Super Nana, pour beaucoup de gens qui ont aujourd'hui 30, 40 ans et qui écoutaient la radio à ce moment-là, c'était une véritable égérie. Oui, c'est surtout la première animatrice à avoir fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la libre antenne, à l'époque des radios libres, et puis de l'histoire de la FM ensuite, puisqu'on a travaillé sur une radio FM fort célèbre pendant quelques années, dans les années 90 ensemble, et voilà, c'était les premières libres antennes, plus libres peut-être encore qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un des rares, on en va parler, car le même jour, coïncidence, est mort Jacques Martin. Et la coïncidence est assez drôle parce que Jacques Martin, il est culte en TV et Super Nana, elle est culte en radio, et ils sont morts tous les deux le même jour. Donc forcément, ça a un peu parasité la news de Super Nana. Après, il y a une très belle cérémonie au Père-Lachaise où elle a été inhumée. J'ai pu voir bien sûr sa famille, il y avait Laurent Petit-Guillaume qui était là, il y avait le fameux prince de Hénin et ses amis qui étaient là aussi, Laurent Baffy, il y avait Maurice, puis pas mal du métier artistique. Ne cherchez pas sa tombe du côté du Père-Lachaise, ses cendres ont été dispersées dans une rivière dans un coin à la campagne qu'elle aimait beaucoup. Merci Mickaël d'être intervenu dans Des Ondes Vocast. On peut adhérer à ton association, Ciel Ma Sup, ou même rejoindre le groupe Facebook. Donc si vous êtes fan, foncez sur le site show-supernana.com. Et puis il y a également le podcast Show Super Nana, disponible sur toutes les plateformes. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Tous les liens d'écoute sont à retrouver sur vocast.fr. À très bientôt et vive la radio. Ciao. Des Ondes Vocast.